Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise, ou presque, et le tokusatsu. Comment ça va mon cher Jordan ? Bah écoute, ça va très très bien. Il me semble que pour cette rentrée, on continue sur le kaiju. Oui, mais on change de pays. Ah oui, c'est vrai. Vous vous souvenez, il y a plus de 2 ans, nous étions partis en Corée du Nord faire une exploration des productions Kim Jong-il, notamment Pulgasari. Maintenant, on va revenir en pays un peu plus civilisé ou abordable. Nous allons aller en Corée du Sud et vous parler d'un monstre très connu en Corée du Sud, puisqu'il s'agit du fameux Yongari. Yongari, qui est un personnage qui a été créé en 1967 et qui a fait l'objet de 2 films. Donc Yongari, Monster from the Deep en 1967 et un remake plus tard réalisé en 1999, enfin un remake si on veut, qui s'appelle Yongari avec 2G cette fois-ci, qui est une production Corée du Sud USA. Pour cette émission-là, qui va être en fait la première d'un cycle de 2 émissions consacrées à la Corée du Sud, on a décidé d'adopter, on va dire, la même structure que l'émission qu'on avait fait sur le creature designer Steve Wang en début d'année, c'est-à-dire que ça va plus être une discussion sur les 2 films et à quel moment, on va dire, ils se recoupent et se rejoignent, et qu'est-ce qui a été fait entre les 2 films, puisqu'il y a quand même une longue histoire à raconter sur tokusatsu sud-coréen et sur, on va dire, les productions qui ont été faites là-bas. Encore une fois, on va pas tout développer. Non. Sinon, on aura pour 2h30. C'est comme, en fait, le problème de la Corée du Sud, c'est un peu comme Taïwan, c'est-à-dire que plus on en découvre, plus il y a un film derrière, etc., etc. Donc au bout d'un moment, il faut se dire qu'on arrête. Et on a essayé de choisir un angle qui paraissait cohérent pour lier à la fois Yongari et ces films-là. Mais bien sûr, vous pourrez très bien dire « Oui, mais vous n'avez pas parlé de ça ». Et ça peut être prétexte à une autre émission. Tout à fait. Mais on a préféré rester sur quelque chose un peu de concentré. Bon, faut savoir que le cinéma coréen s'est développé surtout après la Seconde Guerre mondiale et il y a beaucoup de films qui ont été perdus. C'était pas un cinéma très riche, au contraire, c'est un cinéma plutôt désargenté qui mettait surtout en avant tout ce qui était film d'auteur. Tout à fait. Voilà, on avait certains réalisateurs comme Lee Man-hee ou alors le futur réalisateur de Pulgasari, donc Shin Sang-ok. Shin Sang-ok, tout à fait. Qui était parmi les auteurs principaux, et donc un autre réalisateur qui s'appelle Kim Ki-duk, à ne pas confondre avec le Kim Ki-duk actuel, qui était, on va dire, les principaux leaders de l'industrie sud-coréenne. Ils avaient aussi un rapport un petit peu ambigu avec le cinéma japonais, puisque bon, les films japonais étaient interdits de circulation à l'époque en Corée du Sud. Vous en doutez pourquoi, vu le passé houleux entre les 2 pays, voilà, on va pas partir dans des polémiques là-dessus. Sauf qu'ils gardaient quand même un œil sur le cinéma japonais, parce que c'était là-bas qu'il y avait quand même les meilleurs techniciens d'Asie, et c'était aussi là-bas qu'on regardait un petit peu quel genre allait fonctionner. Et puis le cinéma sud-coréen va petit à petit se mettre à la science-fiction à la fin des années 60, notamment au film de monstres. On va émuler le Kaiju Ega. On avait déjà parlé de cette version de Pulgasari qui avait été faite cette fois en Corée du Sud, qui est un film perdu où il restait que des affiches. On vous avait parlé de ça dans l'émission sur Pulgasari. Il y a eu un autre film qui s'appelle donc Space Monsters Wang Magui, qui a été fait quasiment à la même période, sur la période 1960-1970, comme ça, qui est aussi un film perdu, mais qui était un film... d'après les informations qu'on a pu retrouver, c'était un film plus ou moins d'invasion extraterrestre où une créature gigantesque comme ça arrivait et commençait à ravager Séoul. Tout à fait. Donc il y a quelques images qui ont été retrouvées depuis presque 5 ans maintenant, où on commence à vraiment prendre conscience de l'existence de ce film. Pas mal de photos de production et pas mal de photos publicitaires. Mais c'est vrai que le grand représentant du Kaiju Ega, du film de monstre en Corée, c'est peut-être le seul film qui reste, et encore pas forcément dans des versions intégrales, on va vous expliquer pourquoi. C'est le fameux Yongari. Donc Yongari, c'est, pour pitcher rapidement le film, c'est un monstre dinosaurien radioactif qui se réveille suite à pas mal d'expérimentations, et qui va commencer à mettre à mal la capitale coréenne, donc Séoul, et qui va développer une certaine attirance pour un certain type d'énergie, notamment le pétrole, dans cette version-là.
et qui va du coup absorber comme ça les réserves de pétrole au fur et à mesure. Il sniffe l'or noir. Voilà. Un film un scénario qui n'est pas sans rappeler le scénario d'un film de 1954, n'est-ce pas ? Oui, ou d'un autre de 65 aussi, voilà. N'est-ce pas ? Mais voilà, vulgairement, Yongari, on pourrait dire, avec beaucoup de guillemets, que c'est un remake coréen du Godzilla de 1954, puisqu'il y a énormément de scènes qui y font référence, il y a énormément de moments clés comme ça qui sont directement repris, notamment vous avez cette fameuse séquence où, si vous avez vu le film de 54, vous vous souvenez de Godzilla qui surplonge le palais de la Diète, qui est repris quasiment intégralement, pareil avec un bâtiment triangulaire et à la fois long et triangulaire dans le film coréen. Pareil, le monstre arrivant derrière. Le monstre crache un rayon atomique brûlant et développe une attirance pour les formes d'énergie, ce qu'on retrouvait déjà dans le film de Honda. Oui. Mais au-delà de ça, c'est un film que je trouve très intéressant, très beau visuellement. Il y a quand même de très très bonnes choses. Les effets spéciaux ont été quand même signés par des équipes japonaises. Monsieur Murase avait parlé notamment de la construction du costume. C'est lui qui avait fabriqué le costume de Yongari. C'est Masao Yagi qui avait fait le design du Godzilla de 54, qui avait fait le design de base de Yongari. Il y avait les gens de Ekisu Production aussi qui ont bossé sur le costume. Et c'est vrai qu'ils ont mis un certain moyen sur ce film-là. Tu parlais du bâtiment tout à l'heure, du bâtiment politique sud-coréen. En fait, il y a un double sens en fait là-dessus, c'est qu'en fait c'est un bâtiment qui avait été supervisé par les Japonais. Donc du coup, c'était un peu cathartique pour les Coréens de le voir se faire destroyer par le monstre géant. C'est vrai que c'est un film qui est quand même extrêmement soigné en termes de photos. C'est un film qui est très 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 coloré. D'ailleurs, le réalisateur Kim Ki-duk justement avait quand même certains moyens à sa disposition à une époque où justement le cinéma coréen n'a pas vraiment d'argent, et lui voulait en fait faire quelque chose de complètement différent. Il a embrassé le genre sans malice et on va dire premier degré, et ça se voit. Ce que j'aime aussi dans le film, c'est que c'est un peu la synthèse de plus ou moins tout ce qui se faisait au Japon déjà à l'époque. Et c'est vrai que même si le film à copier, c'est le Godzilla original, on sent qu'il y a certains restes comme ça de la production de science-fiction, notamment avec ces séquences de vaisseaux spatiaux, des choses qu'on voyait dans les films des années 60 japonais. Le film sort en 67, c'est à l'époque où la Shoshiku propose par exemple Guilala. De toute façon, il faut dire que l'année 67, c'est l'année où le Kaiju Ega explose. Tu as mentionné Guilala, mais on a Gappa avec la Ninkatsu, on a le fils de Godzilla à Lato, on a la revanche de King Kong à Lato, on a Ultra Seven qui est diffusé. Je veux dire, c'est une année où on a même un Gamera de... Le Gamera versus Gaios aussi, qui est un des meilleurs de la franchise. Il y a quand même des défauts dans ce film. Oui, après des trucs, il a peut-être un peu le cul entre deux chaises. C'est qu'il est à la fois très beau et c'est un Kaiju Ega limite sérieux, et par moments on sait pas pourquoi ça devient totalement what the fuck. Notamment il y a une séquence où danse avec un gosse, où il danse, c'est pareil, il y a un gamin qui a une espèce de pistolet à rayon qui visiblement un peu perturbé les gens. Il y a des moments comme ça, on sait pas ce que ça vient foutre dans le film. Le gamin est tout aussi taré que le gamin du premier Gamera, en fait. C'est-à-dire il aime bien le monstre, mais aussi il faut le neutraliser. Totalement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un portrait complètement fantasmé de la Corée de l'époque, je veux dire, la Corée qui se lance dans la conquête spatiale en 67, c'était même pas envisageable. Le pays se remettait comme... le pays n'avait pas... C'était un pays... C'était du tiers-monde à l'époque, quasiment, la Corée du Sud. Donc c'est vrai que là, cette vision, on voit ces deux jeunes amoureux organiser le plus beau mariage de Corée du Sud. C'est une vision... c'est-à-dire la vision des gens riches. Mais limite, c'est ça. D'une part, d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue du scénario, c'est que, comme je le disais, on retrouve vraiment ce qui se faisait
au Japon et surtout à la Toho dans les années 60. C'est que c'est un film en scope avec des maquettes de très bonne qualité, des personnages qui sont proches des personnages même des films des années 60, même du professeur Yamane du Godzilla de 54. Enfin vraiment, c'est qu'il y a des moments what the fuck dans le film, mais l'aspect kaiju, il est vraiment très japonisant. Ouais, je trouve que ça ressemble, c'est un mix de tout ce qui a été fait. Il y a aussi bien des éléments de la Daiei que des éléments de la Toho. Le nom Yongari vient du mot dragon, donc Yong, et de Pulgasari en fait. C'est une compression des deux. Il faut savoir pourquoi. On vous disait pourquoi est-ce que le film n'est plus disponible dans sa version coréenne intégrale. C'est parce que, alors ça c'est ce que dit la légende, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'experts en relations commerciales à l'époque dans le cinéma sud-coréen. Donc les acheteurs américains American International Pictures voulaient acheter le film pour l'exploiter directement à la télévision américaine. Comme ils le faisaient avec les films de la Toho. Pour certains films de la Toho. Sauf qu'apparemment, les producteurs du film, enfin le studio, auraient envoyé non pas une copie du film, mais carrément le négatif original de Yongari, donc ce qui fait que quand les Américains ont fait leur tambouille pour le doublage du film, ils ont tout simplement brûlé la copie. Ils ont soit perdu, soit brûlé le négatif. Donc ça fait que aujourd'hui il y a une version de 48 minutes du film dans une qualité déplorable qui traîne sur YouTube. Si vous avez l'occasion de le voir. C'est la seule trace de la version coréenne d'origine qui existe. Par contre, la version doublée en anglais qu'on voit sur ce DVD MGM et sur le Blu-ray, donc de chez Kino, par contre, c'est une copie flambant neuve, resplendissante, où les couleurs pètent de toute beauté. D'ailleurs, à noter sur ce DVD qui doit se trouver pour pas cher, il y a des sous-titres français. Si vous avez envie de découvrir le film, vous avez le film dans une très bonne copie en scope avec des sous-titres français. Collection Midnight Movies. C'est intéressant de le signaler quand même. Tout à fait. Donc voilà, spécimen intéressant. Spécimen intéressant et qui va rester un peu orphelin pendant très longtemps. Pardon, je me permets juste sur l'édition Kino, vous avez un très bon commentaire audio de Steve Ryfle, qui est un des plus grands experts américains sur Godzilla. Il est accompagné d'un historien du cinéma sud-coréen. Si vous avez l'occasion d'écouter ce commentaire audio, c'est très intéressant. On apprend plein de choses sur le film. Donc un film qui va rester un peu orphelin, comme je le disais, puisque Yongari va être un peu le seul Kaiju Ega qui va être fait. Surtout, il a disparu pendant longtemps. Oui. Mais pour autant, et là on amorce la deuxième partie de notre émission, plus sur les héros, coréens. On a choisi d'articuler autour d'un acteur réalisateur, le fameux Shin Young-rae, voilà. Rae Shin. Qui est donc né en 1958 en Corée, qui est surtout connu pour être un acteur comique. J'ai pas envie de dire que c'est le Pete Kitano de la Corée, mais... On va dire que c'est le bigard coréen, on va dire. C'est le bon copain. J'ai pensé à ça, je me dis c'est le Kitano. Et en fait, on va s'apercevoir que cette figure de la nouvelle vague du cinéma coréen, sud-coréen, va être impliquée dans pas mal de productions à effets spéciaux. Encore une fois, on cite pas tout, mais on pourrait développer plus, mais là on a choisi de rester sur ce personnage-là, je pense que c'est déjà pas mal. Il est surtout connu sous le pseudonyme de Yong-gu, qui est son pseudonyme alias rôle récurrent qu'il a dans les films qu'il a à la fois produit et dans lequel il intervient, qui est un peu le personnage du bon pote. C'est le bonnet, c'est un bonnet. C'est le poltron un peu maladroit. C'est un poltron maladroit. En ce qui concerne le tokusatsu, donc entre 86 et 93 déjà, on le voit dans la série de films Oulem, qui est une série qui s'étale sur 9 films, qui est déjà plus ou moins une certaine occurrence du tokusatsu avec lui dedans. C'est des films totalement fous, tu vas nous en parler juste après, mais ça mélange super-héros, invasion extraterrestre et combat de robots en animation. Oui, c'est complètement fou. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les films ? Parce que toi, je crois que tu as vu les 9 films. Non, c'est faux. Non, mais c'était typiquement cette période-là, on a l'impression qu'ils ont tous vu les prods de Tsuburaya qui alternaient animation et live et qui se sont dit,
on va faire ça, comme si on avait fait basculer tous les sous-traitants sud-coréens sur des productions locales, pour faire de l'animation, on va dire, plus ou moins réussie, mais plutôt pas mal par moment, mais dès qu'on peut le faire dans le minimaliste, on peut le faire. C'est-à-dire que si vous pouvez avoir un générique de 5 minutes avec le même plan du vaisseau, comme ça, avec les étoiles qui défilent, ça on peut le faire. Mais quand même, ils ont eu le mérite de faire mêler les différentes techniques, notamment dans les séquences de vaisseaux spatiaux où on voit les acteurs parler dans des habitacles de vaisseaux et derrière on peut voir à travers les fenêtres la galaxie défiler avec plus ou moins de détails. Donc c'est assez expérimental. Mais c'est assez courant apparemment dans les productions de cette époque-là. Oui, mais totalement. Et puis c'est quelque chose qu'on va voir sur les films d'après. Mais voilà, ce monsieur, donc Shim, il incarne le héros de ces films-là sur quasiment la totalité des films. Donc 86 et 93 quand même. Et il joue le rôle donc, de Esperman, qui est un espèce de bioman rouge du pauvre, vulgairement, c'est ça. C'est un mec qui a un casque avec une espèce de visière. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces films-là ont été en grande partie réalisés par monsieur Kim Chong-ji, qui était monsieur animation en Corée. Ce qui explique. En Corée du Sud, notamment, qui a fait pas mal d'animés de mecha, ce qui, encore une fois, explique pourquoi il y a des mechas en animation dans le film. Ça explique cela. Mais en 88, il va jouer dans un film qui est beaucoup plus important, je pense, qui est peut-être un peu mieux foutu que ces films-là. C'est Sparkman. Il incarne encore une fois le héros du titre. Et là, on est un peu dans une adaptation de Spilvan en Corée, puisque le personnage ressemble énormément... C'est un mélange entre Spilvan et Machine Man. Oui, totalement. Au niveau du casque, avec un peu de... By Closer. By Closer, mais le mecha de fin du film, c'est un mecha qui est issu des séries Sentai de l'époque. De Transformers aussi. Oui. Et du coup, moi, c'est un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir, qui est assez inégal, parce qu'il y a pas mal de séquences de parlotte, et bon, voilà, c'est pas pour rien que les épisodes de Tokusatsu durent 20 minutes, c'est-à-dire qu'ils ont un tempo spécifique. Là, il n'y a pas de rythme. Mais par contre, les séquences de combat sont assez intéressantes. Une fois qu'on bascule dans l'aspect Tokusatsu, avec les monstres qui ont des costumes sacrément bien foutus, moi, je trouve que les designs... sont vachement bien foutus. Les robots à la fin sont plutôt pas mal aussi. Alors, je suis d'accord avec toi sur la séquence de combat à main nue, d'arts martiaux, les designs des monstres, c'est pas de problème. Par contre, ça finit sur un combat de robots qui est sans doute un des pires combats de robots qu'on ait jamais vu dans la mesure. Oui, après... enfin, si tu veux, il y a des trucs... C'est pas pour rien, encore une fois, que le toku a des qualités, le toku japonais, c'est que là, il te filme la séquence dans une carrière en pleine nuit, avec des spots en pleine tronche, et c'est là que tu te dis... Là, il y a un effort à faire. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âme. Il y a pas d'âme. Ça se regarde plus pour les designs, encore une fois, pour l'aspect purement... Oui, c'est un tokusatsu. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de recul là-dessus. Après, c'est clair que c'est un film à voir avec beaucoup de recul et beaucoup de second ou millième degré, parce que clairement, c'est à la fois... fun, mais c'est fun seulement pendant les combats. C'est-à-dire que le film dure quand même presque 1h20, 1h30, et pendant presque la moitié du film, c'est de la séquence de parlotte, c'est de la séquence... Et l'humour bien lourd avec des enfants, on voit encore un petit garçon tout nu, encore une fois comme sur le film taïwanais. Le costume est super beau, le costume de ce personnage-là est super bien, le casque est vraiment sympa. 2 ans après, ce monsieur, il va collaborer à l'adaptation d'une célèbre franchise de manga et d'animé. Pardon, c'est nerveux. Vous allez savoir pourquoi. Puisqu'en fait, il va jouer le rôle de Tortue Géniale dans Dragon Ball, donc Sangoku Fight, Sangoku Win. Pourquoi on vous parle de ce film ? C'est tout simplement parce que ça suit plus ou moins Sparkman d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'on va recycler des éléments de décor et de props directement de Sparkman. Et donc, Monsieur Shim va jouer Tortue Géniale. Il joue Muten Orochi, ce film est totalement fou. Il est long. C'est long. Au début, ça part bien, mais après, c'est de porte-nawak total. Mais on voulait quand même vous en parler parce que c'était quand même intéressant de signaler que cette version-là, cette adaptation live de Dragon Ball s'oriente un petit peu vers du tokusatsu par moment. Légèrement. Avec la tortue au début, c'était pas mal.
Tu vois, il y a pas mal de séquences avec la tortue, avec les robots. Tao Long qui semble sortir du manga, oui. et Plume aussi qui est une peluche de Plume en fait. C'est ça. Et ce qui est beau, enfin moi je trouve quand je vois ce film, qui est bon, c'est un peu imbitable, c'est déjà la meilleure adaptation live de Dragon Ball, ce qui veut dire le level, c'est que Toriyama a toujours su trouver les bonnes personnes pour adapter ses œuvres en live. C'est une constante depuis 30 ans, et ce film nous le prouve une fois de plus, quoi. Et le petit Sangoku a une magnifique coupe de cheveux gélifiée comme ça. Cela dit, c'est quand même l'adaptation. Une œuvre fondamentale. C'est apparemment l'adaptation la plus fidèle sur les oui, qu'ils ont fait quand même. C'est ça le pire, c'est que c'est la plus fidèle. Tu te dis, mais oui, je vois Dragon Ball avec des petites balles de cristal comme ça. C'est un régal. Ce film fait 1h45 et on voit le temps passer. Mon Dieu, je veux mourir. Yongu and the Golden Bat, qui est un film où on a... 92. Ouais, qui est un film de 92 où donc Shim, donc dans son rôle de Yongu, va rencontrer le fameux Golden Bat, on ne sait pas pourquoi, bon, voilà, pourquoi pas, c'est prétexte à faire un film ça aurait pu être Yongu versus Batman. Totalement gratuit. Mais du coup, voilà, c'est marrant de voir un film avec Golden Bat qui pour le coup a son vrai costume du manga. Il a son vrai costume du manga dedans. Et il y a cette rencontre totalement improbable entre le comique et le personnage de manga, d'animé de tokusatsu des années 60. C'est comme les Charlots contre Dracula. C'est ça, on ne sait pas pourquoi, mais ça existe, voilà. Ça existe, mais il y a des trucs comme ça. Mais ça, c'est un film peut-être à voir si vous avez l'occasion, juste comme ça, juste pour le kiff. Par contre, c'est un peu long, hein, mais si vous pouvez, essayez de les voir. Il y a une version de Yongu et un dinosaure aussi, où il mélangeait comme ça un personnage, un dinosaure en tokusatsu. Mais... Je me demande s'ils ont payé les droits de Ogon Bato pour... Bonne question. Mais du coup, tu vas nous parler d'un autre film, donc Power King. Tout à fait, donc le Power King qui date de 1995 et qui donc cette fois revient au film de super-héros, puisque cette fois-ci on a encore une fois un extraterrestre vindicatif qui vient sur Terre pour tout casser, et il y a encore un autre super-héros qui s'appelle Power King et qui est encore incarné par Monsieur Shim. Shim, voilà, qui est décidément qui est lui, le héros m'a rappelé un petit peu me rappelait plus le Sentai qui avait été fait par la Toho, le Bang Kid en fait au niveau du casque. Moi qui me fait surtout penser à Guyver. Un Guyver rouge, mais simplifié. Guyver rouge et blanc. Ouais. Sans les détails du costume de Guyver. Donc il est assisté aussi par, il y a deux femmes avec lui. Et on a encore une fois des extraterrestres qui ressemblent à des espèces de klingons un peu punk mélangés avec le look des mecs de Kiss. Bon, faut pas trop chercher quoi. Donc prétexte encore une fois à beaucoup de scènes d'action. Il y a beaucoup de morceaux de bravoure, il y a notamment vers la fin. Enfin, les 40 dernières minutes sont vraiment sympas. Ça, le film fait 1h10 avec une espèce d'assaut dans la forêt avec des mecs en soldats. Il y a beaucoup de séquences de véhicules qui défilent dans la forêt, qui visiblement sont inspirés par la séquence de Spider dans Star Wars. Sauf que là, c'est des séquences aériennes. On voit carrément les véhicules défiler entre les arbres et on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait ce truc ? Est-ce qu'ils ont fait ça ? Oui, non, mais il y a pas mal le film a beau être plus ou moins bof, hein. C'est vrai que c'est un peu long encore une fois, y a des problèmes de rythme, mais c'est vrai qu'encore une fois, niveau technique, c'est comme le Sparkman dont on vous parlait juste avant, niveau technique et niveau visuel, il y a des fois des trucs très intéressants. Voilà, et surtout on voit que Shim, il a une maîtrise lui-même du tempo que n'ont pas les autres réals avec qui il a bossé. C'est ça. Ça se termine le film par un combat en pleine ville entre le fameux Power King et un ED-209. Oui, alors ça c'est totalement... On sait pas ce que ça vient foutre là, mais il y a un ED-209 dans le film. Avec un peu la tête du xénomorphe d'Alien, un côté très arrondi. Mais aussi, je pense que ça vient aussi du fait que la Corée a été pas mal influencée par les Américains. Parce que pendant très longtemps, il y avait... On recycle les morceaux de bravoure des films américains. Ça se passe devant un immeuble d'une très grande marque coréenne qui fabrique des portables et des écrans télé. Très belle maquette. Devant l'immeuble de LG. Je pense qu'il a dû avoir un sponsoring. Donc voilà, Power King qui a fait l'objet d'une adaptation américaine, une tentative d'adaptation américaine. Oui, en fait, ils ont fait un peu la méthode Saban, c'est-à-dire qu'ils ont pris le film et ils ont retourné ça avec des acteurs américains. Armicron. Alors moi, j'ai pas vu cette version-là. Apparemment, il y aurait quelques VHS qui traînent. Enfin, il y a des visuels en tout cas qui traînent. De l'acteur avec les deux femmes. Mais j'ai pas vu ça. J'ai pas vu cette version-là. Je sais pas réellement ce que ça vaut en termes d'adaptation. Si c'est vraiment à la limite intéressant ou au contraire totalement bordélique. Je saurais pas vous dire ce qu'il en est de la version américaine.
Mais par contre, Monsieur Shim, il continue dans sa lancée tokusatsuesque. Alors là... En 1996, avec un film qui s'appelle Dragon Tuka. Là, je vais me régaler. Alors, ce film, c'est très simple. Ça commence, comme beaucoup de films de Monsieur Shim, par un vaisseau extraterrestre qui arrive sur Terre. Et là, on a un méchant extraterrestre qui veut tout casser, qui débarque sur Terre. Sauf que là, il débarque en pleine Corée médiévale. Je ne sais pas le nom de la dynastie, je ne suis pas expert en histoire de la Corée. Et là, il menace les villages avec un dragon qu'il crée, visiblement. Voilà. Et après, ça bascule dans notre époque. On voit Monsieur Shin qui joue un livreur de pizza. Qui reprend son rôle de Yongu encore une fois. Yongu is back. Et après, c'est vrai que moi non plus, j'ai pas trop compris. Visiblement, il est réexpédié dans le passé. Oui, en fait, c'est un gros bordel, en fait. Pour arrêter cette invasion. À un moment donné, il a comme une espèce d'œil bionique. Je sais plus. On sait plus. Sauf qu'il y a également des super-héros en jetpack qui débarquent en Corée, dans sa Corée médiévale. J'ai pas compris si c'était des mecs qui venaient de l'espace ou du futur. Je sais juste que c'est un mec et une nana. Moi, il me faut penser à des Kamen Rider Showa. Au terme de design, parce qu'ils ont des costumes noirs avec des espèces de liserés mélangés au design de la série Blue SWAT. Oui, totalement. Un petit peu, donc totalement. C'est un truc un peu fou. Et du coup, le film part complètement en wuxia-pian à la histoire de fantôme chinois et production de Tsuyark, c'est-à-dire que le méchant alien dit bon ben je vais lâcher mes créatures, donc à un moment donné il lâche des zombies. Ouais. Et ça je m'en souviens par contre de cette il lâche des golems en pleine forêt la nuit, donc ça fait que tout ça se mélange. Et on a bien sûr des courses-poursuites aériennes dignes des films de Tsuyark à la wuxia-pian. Et on a des espèces de mecs qui semblent surgir d'une adaptation de la légende du roi singe, avec un mec un peu à la Sun Wukong et un homme cochon et un homme machin. Et c'est un bordel sans nom. Ça dure 1h25 bien sûr. Par contre, dragon animatronique. C'est-à-dire on a un dragon visiblement animé. Et on a carrément une tête animatronique géante du dragon, une patte géante. Et ce film est une folie pure, quoi. Tu passes de Evil Dead au Dragon du Lac de Feu en passant par Bioman et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder. Ce truc est complètement fou. Alors, et ça fait 1h20. Il faut savoir par contre que ce film, Monsieur Shim en fera un remake presque 10 ans après, puisque si vous avez vu le film Dragon War, donc D-War, c'est un film qui remake totalement ce film-là. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a un seigneur qui vient de la Corée médiévale et qui, du coup, convoite un pouvoir, un artefact, un truc, random conquête du monde, voilà. qui, du coup, le scénario bifurque des années après. Aux États-Unis, ça se passe aux États-Unis. Où on a du coup une espèce de réincarnation comme ça du héros de l'époque médiévale qui du coup a des visions comme ça du passé. Et c'est à ce moment-là où le méchant va revenir dans notre temps, il va ramener avec lui le dragon, donc cette fois qui est un espèce de serpent géant, avec cette séquence où le serpent s'entoure sur un immeuble. Et c'est totalement con ce film, vraiment. Mais à la fois c'était pas plus que les autres films de. Oui, voilà, mais c'est fun à regarder. Et puis c'est sacrément bien foutu parce que c'était quand même Weta qui avait fait les designs et les effets spéciaux du film quand même. Et on avait quand même Steve Jablonski, alias Monsieur musique de Transformers, qui avait fait la musique. Non, c'était une prod assez. C'était quand même je crois que c'est Columbia Sony qui avait distribué le film. Sans doute. Je sais qu'il y avait Robert Forster dans le film et Jason Behr, le héros de la série Roswell. Avec quand même un casting assez intéressant. Mais voilà, c'était juste pour situer le film et son remake. Mais surtout, et c'est là où en fait les deux parties de cette émission vont se rejoindre. Sans trop choquer. Puisque en 99, Monsieur Shim va commettre l'impensable. Il va faire un remake 100% fidèle du monstre de 67. Donc il va faire Yongari. Avec 2G. C'est un vaisseau extraterrestre qui aborde la Terre avec des extraterrestres qui veulent tout défoncer. Et voilà, qui vont ressusciter un monstre. Et pendant ce temps-là, il y a des scientifiques et des chercheurs américains qui vont trouver des ossements d'une créature géante, donc du fameux Yongari. Et bien sûr, Yongari va se réveiller. Yongari qu'on prend pour le méchant au début, mais comme tout Gamera qui se respecte,
on réalise qu'il a été réveillé pour se battre contre une autre créature. C'est marrant que tu parles de Gamera parce que moi, clairement, ce film me fait penser à un mélange improbable entre le Godzilla de Roland Emmerich et la trilogie Gamera de Kaneko. C'est-à-dire qu'on a à la fois un personnage, un scénario et des acteurs qui jouent comme des pieds, qui en font des caisses. Pires acteurs du monde. Un scénario totalement improbable, un peu comme le Godzilla de Emmerich avec cette créature qui se cache dans les buildings et tout ça. Et en même temps, on a cet aspect un peu mythologique, mystique, que pouvait l'être le Gamera de Kaneko, qui se réveille parce qu'il y a une créature qui va détruire le monde. Donc c'est un mélange assez improbable. Faut savoir que la créature, que les créatures de ce film sont totalement animées en CGI. Mais comme le Godzilla de Roland Emmerich. Ouais, mais sauf que le Godzilla de Roland Emmerich, c'est bien foutu. Non, alors attends, je te prends la main, parce que je vais dire un truc. Le Godzilla de Roland Emmerich est un bijou visuel. Pourquoi je dis bijou visuel ? Parce que le film de Emmerich, toute aberration soit-il, est agréable à regarder. Ça reste un film agréable à regarder. Ça, c'est une bouillie cosmique. Les créatures ne ressemblent à... Enfin, en tout cas, le design de Yongari avait l'air prometteur. Quand tu vois les affiches coréennes du film, tu te dis, ça va être un truc de fou. Oui, non, mais même dans le film, le design est plus ou moins sympa. Oui. C'est juste que le rendu en 3D est dégueulasse. Mais parce qu'il n'y a pas de rendu, là. La créature n'est pas finie. C'est d'une aberration. C'est d'une laideur totale. Comment les mecs, à l'époque, on peut se dire... Les mecs, c'est bon, on a fini le film, regardez l'animation de la créature comme elle est trop belle. C'est laid, c'est bordel de mec, c'est ça. Moche. Et puis il faut vous dire qu'il y a quand même 2 monstres dans le film, et surtout il y a un combat à la fin. Donc je vous laisse imaginer. Alors, contre le crabe géant. Je vous laisse imaginer un combat de pixels contre des pixels. Des pixels de 99, pas fini. Hein. Dans un univers urbain qui se passe de nuit. Je vous laisse imaginer à quel point ça peut être moche. C'est une honte, même pour un film. Tu vois, tu prends un film comme Gamera 3, où il y a des CGI, des fois un peu aléatoires, par moment, tu vois. Ils ont eu, quand même, à un moment donné, l'intelligence de se dire, le socle visuel reste quand même les hommes dans des costumes. Là, ils faisaient le même film avec des costumes, des mecs dans des costumes, mais détaillés, avec des belles maquettes et tout ça. Mais ils auraient dû faire ça. Et tu vois, quand tu vois cette créature, tu te dis, mais elle aurait pu être parfaite en figurine ou en statue. Tu dis, putain, avec ces espèces de plaques sur les épaules, avec ces cornes qui font penser un peu au casque de Shredder, je trouve. De casque de Shredder avec. Par contre, ce qui est d'autant plus con, c'est que. C'est dingue. Toutes les destructions, toutes les villes sont des maquettes, mais que pour une raison étrange. C'est des maquettes qui n'ont jamais d'interaction avec les créatures. Il y a juste 2-3 explosions par-ci par-là, mais vulgairement... T'as un plan à un moment donné, vision en plongée sur le feu qui se répand sur les immeubles. Oui. Oh, ça me rappelle un petit plan d'Independence Day où on voit le... Un petit peu. Encore merci. Non mais il y a beaucoup... Roland, le problème c'est qu'il y a beaucoup de références au Roland Emmerich. Et il y a même un tacle qui est totalement malvenu à Godzilla où on dit ah, notre créature est trop puissante, Godzilla à côté... Godzilla est une poussie face à lui. Oui, voilà. Alors que t'as envie de dire les mecs, franchement, arrêtez. Comparé à ce colosse, Godzilla est un pauvre minable. Orville, Wilson, prenez le flanc gauche. Dale et Rudy, le flanc droit. Grisol et Bellois, contournez par l'arrière. O'Neill, vous et votre bazooka, vous allez rester avec moi. C'est bon maintenant. Des effets spéciaux digitaux impressionnants pour du cinéma à très grand spectacle. Un film de science-fiction excitant pour tout public. Non mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que ce DVD-là à l'époque, qui est quand même un DVD qui est sorti chez nous, coûtait la peau des fesses à l'époque. Vous vous rendez compte que ce film-là, s'il sortait aujourd'hui, on vendrait ça en DVD à 10 € en DTV, parce que c'est une sous-merde coréenne qu'on a acheté à bas prix. À l'époque, ils ont vendu ça comme un film comparable aux grosses productions américaines, tout à fait. Et le DVD devait coûter 25-30 €, l'équivalent de 25-30 € à l'époque. Vous imaginez, c'est quand même le prix d'un Blu-ray. À l'époque. Ce qui est dingue, c'est de se dire que le film, le scénar en soi, sur le papier, il a tous les éléments d'un kaiju classique. Je veux dire, quand je vois le Godzilla de Gareth Edwards, attention comparaison, ce n'est ni plus ni moins que la version gros budget, bien écrite, enfin bien réalisée et bien jouée de ce film-là. Parce que thématiquement, c'est quasiment la même chose. Juste pour la petite anecdote, ce film-là commence par des scientifiques qui vont dans une grotte où ils découvrent des ossements d'un ancien monstre
dinosaurien, ce qui n'est pas sans rappeler le prologue du film de Gareth Edwards. Tout à fait. Là, quand j'ai revu le film, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Sauf que c'est là que tu vois qu'il y a un auteur. Parce que ça commence avec un vaisseau spatial qui arrive avec des aliens qui veulent nous péter la gueule. C'est la constante autoriste de Monsieur Shim. Non mais et je l'ai pas vu parce que tu sais qu'il a fait un autre film avec Harvey Keitel, une comédie de gangster qui s'appelle The Last Godfather. Je suis sûr que ce film que je n'ai pas vu commence avec un vaisseau spatial qui arrive. Oui, il reprend le rôle de son rôle de Yong-Gu. Non, mais c'est marrant parce que on dit souvent que le film de 67, il est vraiment pas bien. Il y a des moments what the fuck. Il est super. Il est franchement, si vous enlevez le côté what the fuck, il est vraiment bien. C'est un vrai Kaiju Ega fait à l'âge d'or du genre, avec des vrais techniciens, avec des vraies motivations. Ça, c'est une sombre merde. L'acteur principal s'appelle Dan Cashman. Je pense qu'ils ont essayé de... Cashman. Il y a quand même un truc fabuleux dans ce film, c'est qu'il y a la séquence où le monstre revient à la vie, où Yongari revient à la vie, et à un moment donné, le mec qui a découvert ses ossements dit... Je t'ai créé, tu ne me feras pas de mal. Où est-ce que tu l'as créé, mec? T'as juste trouvé ses ossements. C'est pas Frankenstein non plus. Le seul acteur qui est bien dans le film, c'est l'actrice principale qui y croit un petit peu. Je crois que c'est la seule à y croire. Elle est Shim. Elle est Shim, mais je crois que c'est les seuls à croire. Shim Yongari. Non, franchement, je répète, mais si vous avez la possibilité de voir ce film-là, voyez le film de Kim Il est vraiment pas mal, mais ça c'est hautement dispensable. Donc, tu es gentil, c'est l'euphémisme de l'année. C'est hautement Yongari, c'est 18 ans après sa sortie, c'est hautement indispensable. Non mais voilà, on voulait vous présenter quand même Monsieur Shim, qui a quand même, à son niveau, on l'en excuse, œuvré plus ou moins sur la renommée du tokusatsu en Corée. J'allais dire à Taïwan, c'est marrant, ça pourrait être à Taïwan vu les films qu'il a fait. Mais qui revoyait Power King et surtout Dragon Tuka. Non, surtout Sparkman. Non, vraiment, en termes de design. Dans Dragon Tuka, il y a des jetpacks. Oui, dans ce film. Et qu'est-ce qu'on a dans Yongari, outre le vaisseau spatial qui veut nous casser la gueule? Des mecs en jetpack. Voilà. 용가리 한번 잡아볼까? 짠. 닭다리살로 만든 용가리 치킨. 맛있어도 문제네. 무시무시하게 맛있는 용가리 치킨. 맛있군. Alors, il paraît qu'il veut faire un Dragon War 2. Ça fait depuis que le premier est sorti qu'il dit je vais faire une suite. Oui, voilà, bon. Pas besoin de le sortir en salle, petit film Netflix, c'est parfait. Voilà. Ou Sci-Fi. On a fini sur la partie un peu obscure, un peu du côté obscur de la Corée. On va parler un peu du côté lumineux dans la prochaine émission avec une série de héros colorés qui est beaucoup plus récente. Mais en tout cas, donc là, on a fini notre émission. On le rappelle, le Paris Manga, d'ici plus ou moins 2 semaines, va faire venir le casting complet de Power Rangers Megaforce. Et le Rétro Made in Asia à Namur va faire venir, quant à lui, les actrices de Bioman. Tout à fait. Donc Sumiko Tanaka, donc la deuxième force jaune, et Madame Michiko Makino, la force rose, la charmante Michiko Makino. Et ni plus ni moins que le chanteur de générique, Monsieur Nobuo Yamada, à qui on doit le générique de Saint Seiya, Pegasus Fantasy, mais qui a fait des chansons de Goseiger et de Bookanger, par exemple. Donc voilà. Donc si vous avez l'occasion de les rencontrer, d'aller en Belgique, je pense qu'ils seront très contents de rencontrer les fans francophones et européens. Donc en tout cas, la prochaine fois, promis, on vous parle de choses beaucoup moins spéciales. En tout cas, prenez soin de vous et transmettez-vous.